Dans l'Europe du bas Moyen Âge, bien avant l'aube d'une nuit d'hiver, alors que l'obscurité enveloppait encore les rues étroites et glacées, une lueur orangée perçait les ténèbres. Au cœur d'un village silencieux, la forge d'un forgeron projetait sa lumière chaude contre les murs de pierre couverts de givre. À l'extérieur, la température plongeait bien en dessous de zéro, ces hivers impitoyables du petit âge glaciaire qui transformaient les rivières en glace solide. Pourtant, à l'intérieur de cet atelier modeste, le feu rugissait avec une intensité féroce. La vapeur s'élevait en nuages épais du bac de trempe, tandis qu'un morceau de fer rougeoyant y plongeait avec un sifflement explosif. Le marteau frappait l'enclume, son écho métallique résonnant dans l'air glacial, annonçant qu'un artisan essentiel poursuivait son labeur malgré les rigueurs de l'hiver médiéval. Dans cette exploration, vous découvrirez comment les forgerons médiévaux travaillaient durant les mois les plus rudes de l'année. Nous révélerons les défis considérables posés par l'eau gelée et le fer cassant. Deux problèmes qui auraient pu paralyser complètement leur activité. Vous comprendrez les solutions ingénieuses nées de la nécessité pure, des techniques forgées par des siècles d'observations pratiques et transmises de maître à apprenti à travers les générations. Ce ne sont pas des histoires romantiques d'artisanat idéalisé, mais la réalité brutale et fascinante d'hommes qui devaient maîtriser leur métier dans des conditions que nous jugerions aujourd'hui intolérables. Le cœur de cette histoire réside dans un paradoxe fascinant. La forge elle-même, cette source de chaleur intense capable de réchauffer l'atelier le plus glacial, créait simultanément des problèmes nouveaux et inattendus en plein hiver. Les forgerons ne pouvaient tout simplement pas cesser leur travail lorsque les températures chutaient brutalement. La société médiévale dépendait de leurs services tout au long de l'année, sans interruption possible. Les outils se brisaient en plein hiver et nécessitaient des réparations urgentes. Les chevaux devaient être ferrés, que le sol soit couvert de neige ou de boue gelée. Les équipements agricoles exigeaient une préparation minutieuse avant le retour du printemps. Cette exploration vous révélera comment ces artisans ont développé des connaissances métallurgiques sophistiquées sans la moindre compréhension de la chimie moderne. Le forgeron occupait une position absolument centrale dans la société médiévale. Imaginez un village ou une petite ville du XIVe siècle. Qui permettait à cette communauté de fonctionner, de cultiver ses terres, de se défendre, même de célébrer ses offices religieux? Le forgeron, incontestablement. Cet artisan produisait une gamme vraiment étourdissante d'objets essentiels. Les outils agricoles dont dépendait la survie de tous, les faux pour couper le foin, les bêches pour retourner la terre, les socs de charrues qui traçaient les sillons, les lames de faucilles pour la moisson, les armes et armures qui protégeaient la communauté, épées dont les lames devaient tenir un tranchant mortel, pointes de flèches par centaines, lances, cottes de mailles laborieusement assemblées, anneau par anneau, boucliers renforcés de métal, casques capables d'arrêter un coup d'épée. Les articles ménagers du quotidien remplissaient également l'atelier. Ustensiles de cuisine permettant de préparer les repas, tenailles pour manipuler les bûches enflammées dans l'âtre, chaudrons où mijotaient les ragoûts, chandeliers éclairant les longues nuits d'hiver. Les chevaux, animaux de trait essentiels à toute l'économie médiévale, nécessitaient des fers solides et bien façonnés, ainsi que les clous pour les fixer. Les chariots exigeaient des essieux métalliques et des pièces de renfort. Même les églises dépendaient du forgeron pour leur quincaillerie, poignées de porte permettant d'ouvrir les lourds battants, clous innombrables, charnières supportant le poids des portes, serrures et clés protégeant les édifices sacrés. Cette production diversifiée faisait du forgeron un artisan hautement qualifié, considéré avec respect dans la hiérarchie sociale médiévale. Bon, contrairement à de nombreux autres métiers,
les forgerons figuraient systématiquement parmi les travailleurs les mieux rémunérés d'Europe. Leur statut social reflétait l'importance critique de leurs compétences. Or, voilà que cette position privilégiée comportait une contrepartie exigeante. Des attentes considérables pesaient sur leurs épaules tout au long de l'année. Le système de paiement lui-même renforçait la nécessité de travailler continuellement. Les forgerons étaient généralement rémunérés à la pièce, non à l'heure ou à la saison. Chaque objet fabriqué représentait un revenu direct. Les dettes ne s'arrêtaient pas en hiver, pas plus que les besoins de la famille du forgeron. Mais au-delà des considérations purement financières, une nécessité communautaire plus profonde dictait la poursuite du travail hivernal. Pourquoi le forgeron devait-il absolument continuer son activité quand la neige recouvrait le sol? Les outils se brisaient précisément durant les périodes où l'on en avait le plus besoin. Un fer à cheval perdu en plein hiver, sur un chemin gelé, pouvait immobiliser complètement un cheval de trait, paralysant ainsi le transport de marchandises vitales. Une charrue endommagée devait être réparée avant les labours de printemps, travail qui ne pouvait attendre le dégel. Les fermiers profitaient justement des jours courts d'hiver pour apporter leurs outils usés aux forgerons. Les serrures gelaient et se cassaient. Les charnières de porte, fragilisées par le froid extrême, cédaient sous la contrainte. Chaque objet métallique de la vie quotidienne subissait les assauts du froid. L'atelier lui-même révélait cette fonction utilitaire sans compromis. Une forge médiévale typique était un espace modeste, pratique, conçu pour l'efficacité plutôt que pour le confort. 5 outils indispensables définissaient l'espace de travail: le foyer de forge lui-même, source de chaleur intense, l'enclume massive en acier, surface de travail contre laquelle le métal était martelé et façonné, le marteau, véritable extension du bras du forgeron, les tenailles, permettant de saisir et manipuler le métal brûlant en toute sécurité, et les soufflets, invention médiévale cruciale qui contrôlait l'intensité du feu avec précision. Les murs, typiquement en pierre et bois à l'extérieur, enfermaient cet univers de feu et de métal sous un toit pentu et durable. Pour véritablement saisir les défis affrontés par nos forgerons, nous devons d'abord comprendre la nature particulière des hivers qu'ils enduraient. Le Moyen-Âge central avait bénéficié d'une période climatique relativement clémente, connue aujourd'hui sous le nom d'optimum climatique médiéval, qui s'étendait approximativement de l'an 900 à 1300. Des températures douces, des étés longs, des hivers modérés avaient permis l'expansion agricole, la croissance démographique et la prospérité économique qui caractérisèrent cette époque faste. Mais voilà que cette période touchait à sa fin. À partir du début du XIVe siècle, un changement climatique brutal transformait l'Europe. Les historiens du climat nomment cette période le petit âge glaciaire. Dans les îles britanniques, la température moyenne chuta d'environ 2 degrés Celsius. Ça peut sembler modeste comme ça, mais en réalité, un tel changement transformait radicalement les conditions de vie. Des anomalies similaires affectaient l'ensemble du continent européen. Les hivers devenaient non seulement plus froids, mais aussi plus longs et plus imprévisibles. Les rivières qui coulaient librement auparavant gelaient désormais solidement, permettant parfois de les traverser à pied ou en charrette. Au XIVe siècle, les hivers froids constituaient la norme absolue, à l'exception des 37 années entre 1340 et 1377 qui connurent des températures plus clémentes, une pause bienvenue dans le froid général. Le XVe siècle offrait un tableau encore plus sombre, presque entièrement froid, à l'exception des années 1470. Les conséquences de ce refroidissement dépassaient largement le simple inconfort. L'agriculture, fondement de l'économie et de la survie médiévale, subissait des coups dévastateurs. Les étés froids et humides empêchaient les récoltes de mûrir correctement.
Ces conditions météorologiques catastrophiques conduisaient à des échecs répétés des récoltes, provoquant famine et disette. La Grande Famine de 1315 à 1317, l'une des plus catastrophiques de l'histoire européenne, était directement liée à ces changements climatiques. Des millions de personnes périrent de faim ou de maladies liées à la malnutrition. Face à ces hivers impitoyables, la population médiévale développait des stratégies de survie sophistiquées, transmises et affinées au fil des générations. Les vêtements représentèrent la première ligne de défense contre le froid extrême. La laine constituait le tissu hivernal par excellence. Pourquoi cette prédominance? Sa structure fibreuse unique, avec ses fibres frisées créant de minuscules poches d'air, emprisonnait la chaleur corporelle tout en permettant à l'humidité de s'échapper. De plus, la laine pouvait être produite localement à partir des moutons que presque chaque communauté élevait. Par-dessus les couches de laine, on portait des manteaux de cuir ou doublés de fourrure qui bloquaient le vent pénétrant et les précipitations glacées. Comment chauffait-on les habitations quand les températures extérieures plongeaient si dramatiquement? Bon, sans chauffage moderne, seulement 2 sources de chaleur existaient: le feu et la chaleur animale dégagée par d'autres créatures vivantes. Les paysans aménageaient généralement un foyer au centre de leur pièce principale. La fumée s'échappait par une ouverture dans le toit. Certes, la maison devenait enfumée, mais au moins les familles restaient relativement au chaud. Les systèmes plus sophistiqués se trouvaient dans les demeures seigneuriales. Le château de Malbork utilisait un système ingénieux. Un poêle chauffait des pierres de granit empilées sous les pièces. Après l'extinction du feu, des évents dans le sol s'ouvraient, permettant à l'air chaud de monter. Plus efficace que le chauffage par le sol romain, ce système conservait la chaleur pendant plusieurs jours. La préservation de la nourriture constituait un autre défi hivernal majeur. Comment survivre quand aucune récolte fraîche n'était disponible pendant des mois? Un stockage méticuleux s'avérait essentiel. La viande était salée et fumée. Les fruits et légumes séchés. La Saint-Martin, le 11 novembre, marquait traditionnellement un abattage massif de bétail. Les fermiers ne pouvaient nourrir leurs animaux sur des champs épuisés pendant tout l'hiver. La viande abattue était soigneusement emballée dans des tonneaux en bois, entre des couches de gros sel. Le sel, cette ressource précieuse qui refera bientôt son apparition dans notre histoire, agissait comme conservateur principal. Le forgeron, lui, devait continuer un travail presque extérieur dans un atelier non chauffé. La forge produisait de la chaleur localisée, mais les murs de pierre restaient glacés. L'air loin du foyer demeurait mordant. Le forgeron travaillait donc dans un espace défini par des extrêmes. Chaleur intense du foyer contre froid, pénétrant de l'environnement global. Au centre de l'atelier du forgeron, au cœur même de son art, se trouvait le foyer de forge. Comprendre son fonctionnement est essentiel pour saisir les défis hivernaux. La forge n'était pas simplement un feu plus grand, c'était un instrument sophistiqué, soigneusement conçu pour atteindre et maintenir des températures extrêmes. Et la clé de cette chaleur extraordinaire résidait dans son combustible spécifique, le charbon de bois. Pourquoi le charbon de bois et non le bois ordinaire? Le charbon de bois brûle à une température nettement supérieure à celle du bois. Il produit également beaucoup moins de fumée, un avantage considérable dans un espace de travail fermé. Les sources médiévales le confirment sans ambiguïté. Aucune autre substance combustible ne génère la chaleur nécessaire pour le forgeage des métaux. Le charbon minéral, que nous associons aujourd'hui à la révolution industrielle, ne commença à remplacer le charbon de bois qu'à partir du XVIIe siècle, avec le véritable succès commercial arrivant au début du XVIIIe siècle grâce aux innovations d'Abraham Darby en 1709. Mais d'où provenait ce charbon de bois? Sa production constituait un processus laborieux, intensif,
qui engageait des communautés entières. Le charbon de bois n'est pas simplement du bois brûlé, c'est du bois brûlé de manière contrôlée, à un rythme lent et délibéré, de sorte que la combustion ne se complète jamais jusqu'à la cendre. Cette combustion partielle expulse l'eau et les composés volatiles, laissant derrière un matériau presque entièrement composé de carbone pur. Les charbonniers empilaient des rondins de bois autour de poteaux centraux, créant un tas conique. Au centre, ils ménageaient une cheminée de tirage faite de brindilles et de copeaux. Une fois la structure complète, ils la recouvraient d'une couche étanche composée d'herbes, de mousse et de terre. Cette enveloppe isolante permettait un contrôle minutieux de l'apport d'air et donc de la vitesse de combustion. Le processus exigeait une surveillance constante pendant plusieurs jours. Les conséquences environnementales de cette demande insatiable méritent notre attention. La production de charbon de bois constituait l'une des causes majeures de la déforestation dans l'Europe médiévale. Imaginez des milliers de forges à travers le continent, chacune consumant du charbon jour après jour. Les forêts reculaient inexorablement. Face à cette pression, les sociétés médiévales développèrent des pratiques de gestion forestière remarquablement sophistiquées. Les forêts étaient gérées en taillis, des bosquets coupés selon des cycles réguliers qui permettaient une repousse continue. Le forgeron contrôlait précisément la température par la couleur du métal. Il ne disposait d'aucun thermomètre, d'aucun instrument moderne. Comment jugeait-il donc si le métal atteignait la température idéale? Par la couleur, tout simplement. Les forgerons apprenaient à lire la température à travers les nuances incandescentes, un savoir transmis de maître à apprenti. Un rouge profond indiquait une chaleur encore relativement basse. À mesure que la température augmentait, le métal passait à l'orange. Puis, au point idéal pour le forgeage, il atteignait un jaune-orange brillant. À des températures encore plus élevées, nécessaires pour certaines opérations spécialisées, le métal devenait blanc incandescent. Les soufflets jouaient un rôle absolument crucial. Leur invention et perfectionnement durant le Moyen Âge révolutionnèrent l'efficacité de la forge. Pourquoi l'air forcé était-il si important? La combustion nécessite de l'oxygène. Plus d'oxygène signifie une combustion plus complète et plus chaude. Les fourneaux à bas fourneaux utilisés pour la fonte initiale du minerai de fer fonctionnaient à environ 1100 à 1300 degrés Celsius. L'application de la force hydraulique au soufflet, possiblement dès 1135 à l'abbaye cistercienne de Clairvaux, bien que les preuves définitives datent du début du XIIIe siècle, permit des opérations encore plus grandes. Des roues à eau actionnaient des soufflets agrandis, générant un souffle constant d'une puissance inégalée. En hiver, cette chaleur intense servait double fonction. Le foyer chauffait bien sûr le métal, mais simultanément, il diffusait une chaleur substantielle dans l'espace de travail. Un atelier de forge n'avait pas besoin d'un système de chauffage séparé. Par les nuits glaciales du petit âge glaciaire, le forgeron travaillait dans un espace rendu supportable par ce brasier central. Quel contraste saisissant! Une chaleur si intense qu'elle faisait onduler l'air, au milieu d'un hiver si froid que l'eau se transformait en glace solide. Et c'est précisément cette eau gelée qui nous conduit vers le premier grand défi hivernal. L'eau, cette ressource absolument indispensable, se transformait chaque nuit en glace. La trempe, ou quenching en termes métallurgiques, constitue l'une des étapes les plus importantes de la fabrication d'un outil ou d'une arme en métal. En quoi consiste-t-elle exactement? Le forgeron chauffe le métal à une température spécifique, déterminée selon le résultat désiré, puis plonge brusquement la pièce dans un liquide. Ce refroidissement rapide et violent transforme la structure interne du métal, le durcissant considérablement. Un outil correctement trempé conservera son tranchant bien plus longtemps. Une lame bien trempée
ne se pliera pas sous la contrainte. L'eau utilisée pour la trempe n'était pas une simple éclaboussure. Le processus nécessitait un approvisionnement substantiel. Une cuve de la taille d'une baignoire. Imaginez la scène typique. Le forgeron retire une pièce incandescente du foyer, la tenant fermement avec ses tenailles. Il l'examine rapidement, vérifiant la couleur. Puis, d'un mouvement décisif, il la plonge dans le bac. Un sifflement explosif emplit l'air. La vapeur jaillit en nuages denses. L'eau bouillonne violemment autour du métal surchauffé. En quelques secondes, le processus est terminé. Cette opération se répète des dizaines de fois par jour. L'eau du bac, réchauffée constamment par ces immersions répétées, reste liquide, disponible. Mais que se passait-il quand le forgeron fermait son atelier le soir? Durant les nuits du petit âge glaciaire, les températures plongeaient régulièrement bien en dessous de 0 degré Celsius. Le foyer était éteint ou maintenu en braise minimale pour économiser le charbon précieux. La chaleur accumulée durant la journée s'échappait rapidement à travers les murs de pierre. En quelques heures, l'intérieur atteignait une température à peine supérieure à celle de l'extérieur. Et l'eau dans le bac de trempe gelait. Pas seulement une fine couche de glace en surface. Non. Durant les périodes de froid prolongé, l'eau gelait en profondeur, se transformant en un bloc solide. Le lendemain matin, le forgeron trouvait son bac de trempe inutilisable, figé par le froid. Ce problème n'était pas un simple inconvénient mineur. Il s'agissait d'un obstacle qui menaçait de paralyser complètement le travail. Sans eau de trempe disponible, le forgeron ne pouvait produire d'outils durables. Quelle solution semblait s'offrir à lui? Briser la glace avec un outil lourd était physiquement éprouvant, risquait d'endommager le bac en bois, et souvent, toute l'eau était gelée en profondeur. Faire fondre la glace avec du métal chauffé était extrêmement chronophage et consommait du charbon de bois précieux. Puiser de l'eau fraîche posait problème. Les puits gelaient, l'eau commençait à geler pendant le transport. Le problème fondamental avec toutes ces solutions était qu'elles luttaient contre une réalité physique implacable. L'eau pure gèle à 0 degré Celsius. Tant que les températures nocturnes descendaient en dessous de ce seuil, l'eau gelait inévitablement. Ce cycle épuisant se répétait jour après jour, mois après mois, durant la longue saison froide. Comment les forgerons médiévaux ont-ils résolu ce dilemme apparemment insoluble? La réponse se trouve dans leur compréhension empirique profonde des matériaux. Cette solution reposait sur une substance omniprésente, le sel. La solution au problème de l'eau gelée illustre magnifiquement comment l'observation empirique pouvait mener à des innovations sophistiquées, même sans compréhension théorique. Les forgerons médiévaux découvrirent que la saumure, de l'eau salée, résolvait leur problème hivernal de manière spectaculaire. Cette découverte résultait de siècles d'observations et de transmission de connaissances à travers le système des guildes. D'abord, considérons la disponibilité du sel. Contrairement à ce que nous pourrions imaginer, le sel n'était pas une denrée rare au Moyen Âge. Les sources de sel abondaient à travers l'Europe. Mines de sel gemmes, marais salants côtiers où l'eau de mer s'évaporait, sources d'eau salée souterraine, le sel jouait déjà un rôle central dans la vie médiévale pour la conservation des aliments. Chaque forgeron avait donc facilement accès au sel. Préparer une saumure était d'une simplicité remarquable. Dissoudre du sel dans l'eau. Aucun équipement spécial, aucun processus complexe. Mais pourquoi l'eau salée ne gelait-elle pas comme l'eau pure? Les forgerons médiévaux ne comprenaient pas la chimie sous-jacente. Ils ignoraient les concepts de dépression du point de congélation. Néanmoins, ils observèrent les faits avec une acuité remarquable. Ils constataient que l'eau salée restait liquide à des températures bien inférieures au point de congélation de l'eau pure. Regardons les chiffres que la science moderne a depuis quantifiés.
Une solution de saumure à 23,3% de chlorure de sodium ne gèle qu'à moins 21,1 degrés Celsius. Comparez cela au 0 degré de l'eau pure. Cette différence de plus de 20 degrés représentait la différence entre un bac de trempe utilisable et un bloc de glace inutile. Les forgerons de l'époque savaient par expérience pratique quelle concentration de sel était nécessaire. Ils ne mesuraient pas en pourcentage. Leur méthode était plus directe. Ajouter du sel jusqu'à ce que l'eau ait un goût fortement salé, puis en ajouter encore un peu. Ces techniques empiriques, affinées au fil de générations, aboutissaient à des concentrations appropriées sans aucune mesure précise. Or, c'est ici que l'histoire devient vraiment fascinante. Les forgerons découvrirent rapidement que la saumure n'empêchait pas seulement l'eau de geler. Elle améliorait en fait le processus de trempe lui-même de plusieurs façons significatives. Premièrement, la saumure refroidissait le métal moins violemment que l'eau pure. Pourquoi était-ce important? Une trempe trop rapide risquait de créer des contraintes internes, conduisant à des fissures. La saumure offrait ce refroidissement légèrement plus lent, réduisant le risque de dommages. Deuxièmement, la saumure réduisait les éclaboussures dangereuses. Lorsqu'un métal incandescent plongeait dans l'eau pure, la vaporisation explosive créait des projections d'eau bouillante. Ces éclaboussures pouvaient brûler le forgeron. La saumure, de par ses propriétés physiques différentes, générait moins de ces projections violentes. Troisièmement, et peut-être le plus remarquable, la saumure brisait le problème de l'enveloppe de vapeur. Les forgerons observaient que parfois, une enveloppe de vapeur se formait autour du métal plongé. Cette couche agissait comme un isolant, ralentissant le refroidissement. Le métal ne durcissait pas correctement. Et ils découvrirent que la saumure prévenait ce problème. Les sels dissous perturbaient la formation de l'enveloppe, maintenant le contact entre l'eau liquide et le métal. Existe-t-il des preuves historiques de cette connaissance? Absolument. Théophile, un moine allemand, rédigea vers 1110 à 1120 un traité remarquable sur les arts et métiers. Ce texte documentait diverses pratiques de trempe. Théophile décrivait l'utilisation de multiples fluides, eau, saumure, vinaigre, bière, lait. Il mentionnait même des recettes plus ésotériques. Beaucoup de ces additifs contenaient des sels ou des acides qui modifiaient effectivement les propriétés de refroidissement. Parmi toutes ces options, la saumure simple émergeait comme la solution la plus pratique pour un usage quotidien. Pas de recettes complexes, pas d'ingrédients rares, pas d'odeur désagréable, juste du sel, facilement disponible, dissous dans l'eau. Cette simplicité garantissait que la technique se répandrait largement. Comment un forgeron préparait-il sa saumure pour l'hiver? À l'approche de l'automne, avant que les premiers gels sérieux ne surviennent, il vidait son bac de l'eau pure utilisée durant l'été. Il le remplissait à nouveau d'eau fraîche, puis ajoutait du sel en quantité généreuse. Il mélangeait soigneusement. Puis venait le test critique. Attendre la première vraie nuit de gel et vérifier le lendemain matin. Si une mince couche de glace s'était formée, il ajoutait plus de sel. Si l'eau restait entièrement liquide, la concentration était suffisante. Tout au long de l'hiver, il surveillait sa saumure, ajoutant du sel supplémentaire si nécessaire. Cette simple adaptation transformait complètement l'expérience du travail hivernal. Au lieu de commencer chaque journée glaciale par la corvée frustrante de dégeler l'eau, le forgeron trouvait son bac de trempe prêt à l'emploi. La qualité de son travail ne souffrait pas durant les mois d'hiver. Bien au contraire. Mais l'eau gelée n'était qu'un des défis. Le métal lui-même se comportait différemment par temps froid. Si la saumure résolvait élégamment le problème de l'eau gelée, un second défi hivernal se révélait tout aussi sérieux. Le comportement du métal changeait dramatiquement par temps froid.
Le fer et l'acier devenaient des substances différentes lorsque les températures plongeaient sous le point de congélation. Commençons par observer ce que les forgerons constataient directement. Le métal froid, lorsqu'on le frappait, se comportait de façon alarmante. Au lieu de se déformer progressivement sous les coups de marteau, le métal froid avait tendance à se fissurer ou même à se briser complètement. Imaginez l'apprenti qui, par ignorance ou impatience, retirait une pièce du foyer trop tôt. Le métal n'avait pas encore atteint cette couleur jaune-orange caractéristique. Il montrait peut-être seulement un rouge sombre. L'apprenti le posait sur l'enclume froide et frappait. Crac! Une fissure apparaissait à la surface. Parfois, la pièce se brisait purement et simplement, des heures de travail gâchées par un moment d'inattention. Pourquoi ce comportement se produisait-il? Aujourd'hui, nous comprenons la science sous-jacente. À l'échelle atomique, les métaux consistent en des atomes arrangés dans des structures cristallines. À température normale, ces atomes vibrent constamment, un mouvement thermique microscopique. Cette agitation permet au métal de se déformer. Les plans d'atomes peuvent glisser les uns sur les autres. Le métal se plie, s'étire, se déforme sans se briser. Mais à basse température, le mouvement thermique se ralentit considérablement. Le stress appliqué s'accumule jusqu'à ce que le métal cède brusquement. Les fissures se propagent rapidement. Les métallurgistes modernes appellent cette transition la température de transition fragile ductile. Pour les aciers modernes, cette température se situe entre -20 et -40 degrés Celsius. Rappelez-vous les températures hivernales du petit âge glaciaire. Elles plongeaient régulièrement dans cette plage critique. Le fer médiéval subissait un phénomène similaire de fragilisation à froid. L'enclume elle-même posait un défi significatif. Cette masse d'acier massif devenait un ennemi silencieux par temps glacial. Une enclume très froide aspirait littéralement la chaleur du fer chaud au contact. Visualisez ce qui se passait. Le forgeron retirait une pièce du foyer, chauffée à la température idéale. Il la transportait rapidement vers l'enclume. Il la posait sur l'enclume pour commencer à marteler. Mais l'enclume gelée agissait comme un gigantesque dissipateur de chaleur. La chaleur s'écoulait du métal vers cette masse froide à une vitesse alarmante. En quelques secondes, la zone de contact refroidissait. Le forgeron n'avait plus le temps de façonner correctement la pièce. Il devait la retourner au foyer, la réchauffer, réessayer. Ce cycle se répétait encore et encore. Le travail s'étirait interminablement. Les outils eux-mêmes n'échappaient pas aux rigueurs du froid. Marteau, pince, burin, tous ces instruments en métal subissaient la fragilisation. Un marteau utilisé avec trop de force pouvait se fissurer. Une pince saisissant une pièce lourde risquait de casser. Les burins s'ébréchaient au lieu de couper proprement. Même les manipuler était inconfortable. Face à ces multiples défis, quelle était la solution? Contrairement à la saumure qui résolvait définitivement le problème de l'eau gelée, aucune solution miracle n'existait pour le métal cassant. À la place, le forgeron devait adapter sa technique entière. La patience devenait la vertu cardinale du travail hivernal. Le forgeron expérimenté savait qu'il ne pouvait précipiter le processus. Il devait chauffer le métal plus lentement, plus graduellement qu'en été. Pourquoi cette approche était-elle cruciale? Un chauffage trop rapide d'un métal froid créait des gradients de température. L'extérieur se réchauffait et se dilatait pendant que l'intérieur restait froid. Ces différences créaient des contraintes internes qui pouvaient causer des fissures. Le forgeron observait attentivement la couleur du métal pendant ce chauffage graduel. Rouge sombre d'abord, puis rouge plus vif, puis orange. Enfin ce jaune-orange brillant. Il laissait le métal atteindre cette température uniformément. Seulement alors il le transférait à l'enclume. Même là,
Sa technique changeait. Les premiers coups étaient légers, presque exploratoires. Il testait la réponse du métal. Si tout allait bien, il augmentait progressivement la force de ses coups. Mais dès qu'il sentait le métal refroidir, il retournait la pièce au foyer. Mieux valait perdre quelques secondes que de ruiner des heures par impatience. Cette approche méthodique exigeait un niveau de maîtrise considérable. Ces calculs ne se faisaient pas consciemment. Ils résultaient d'années, de décennies d'expérience, gravées dans la mémoire musculaire et l'intuition. C'est précisément pour cela que l'apprentissage durait 7 ans ou plus. L'hiver, avec ses exigences impitoyables, séparait les véritables artisans des amateurs. Bien avant l'aube, alors que l'obscurité enveloppait encore complètement le village, le forgeron se réveillait. Durant l'hiver du Moyen Âge, avec ses nuits extrêmement longues, les gens passaient potentiellement 10 à 12 heures au lit. Mais le forgeron devait maximiser les précieuses heures de lumière à venir. Le réveil était brutal. L'air de la chambre, malgré les lourdes couvertures de laine, mordait les joues et le nez. Chaque geste rapide, poussé par la nécessité de se mettre en mouvement pour générer de la chaleur corporelle. Le trajet vers l'atelier était court. Souvent la forge était attachée à la maison ou située à quelques pas seulement, mais pénible. L'air glacial brûlait les poumons. La respiration devenait visible, de grands nuages de vapeur se formant à chaque expiration. Le forgeron ouvrait la porte de l'atelier, pénétrant dans un espace à peine plus chaud que l'extérieur. L'obscurité y régnait complètement, jusqu'à ce qu'il allume une bougie. L'apprenti apparaissait peu après. Souvent, les apprentis dormaient littéralement dans la forge, enroulés dans des couvertures près de l'endroit où le foyer avait brûlé la veille. Les premières tâches de l'apprenti définissaient le ton de la journée. Il se dirigeait d'abord vers le bac de trempe. Ce moment contenait toujours un soupçon d'anxiété. Ses doigts tâtaient la surface. Liquide. Un soulagement se manifestait. La saumure avait tenu sa promesse une nuit de plus. Rassuré, l'apprenti se tournait vers les autres préparatifs. Il vérifiait le stock de charbon de bois. Il nettoyait la zone autour du foyer, balayant les scories de la veille. Vient ensuite le processus crucial de l'allumage du feu. En hiver, cette tâche demandait plus de temps et d'attention qu'en été. L'apprenti commençait avec le petit bois, copeaux de bois sec, brindilles fines, petits morceaux de charbon. Les premières flammes vacillaient, fragiles, demandant d'être nourries soigneusement. Graduellement, à mesure que les flammes prenaient force, l'apprenti ajoutait des morceaux de charbon de plus en plus gros. Le forgeron surveillait ce processus, intervenant avec des conseils ou des corrections si nécessaire. Les soufflets entraient bientôt en jeu. L'apprenti pompait rythmiquement, forçant l'air à travers le foyer. Le charbon rougeoyait plus intensément, passant du rouge sombre à l'orange vif. La chaleur commençait à rayonner, créant une bulle de chaleur au centre de l'atelier glacial. Ce contraste définissait l'environnement de la forge hivernale. Près du foyer, l'air ondulait sous l'effet de températures extrêmes. Quelques mètres plus loin, près des murs de pierre, le souffle restait visible. En hiver, le foyer prenait sensiblement plus de temps à atteindre sa température de travail optimale. La masse de métal et de pierre qui constituait la structure était gelée. Il fallait d'abord la réchauffer avant que la chaleur puisse s'accumuler efficacement. Ce délai initial signifiait qu'une quantité supplémentaire de charbon était consommée avant même le début du véritable travail. Pendant que le foyer montait en température, la première lueur naturelle du jour commençait à filtrer. En hiver, le véritable lever du soleil arrivait tard. Même alors, la lumière restait faible durant les premières heures. Le forgeron commençait souvent son travail à la lumière du foyer lui-même, cette lueur orangée projetant des ombres dansantes sur les murs. Bientôt,
Le premier projet de la journée était posé. Peut-être un soc de charrue nécessitant réparation, ou une série de fers à cheval, ou des clous, ou une charnière de porte pour remplacer une qui avait cédé sous le stress du froid. Le rythme du travail hivernal différait nettement de celui de l'été. Chaque pièce nécessitait plusieurs cycles de chauffage. Le métal ne restait pas malléable aussi longtemps. L'enclume aspirait la chaleur. Le forgeron devait constamment réévaluer, ajuster, décider quand marteler et quand réchauffer. Le son du marteau sur l'enclume rythmait la journée, ce ring métallique caractéristique résonnant à travers le village. À mesure que le matin progressait et que la vraie lumière du jour s'établissait enfin, le travail prenait un caractère légèrement différent. Les tâches de précision, celles nécessitant une observation fine des détails, étaient réservées aux heures de meilleure lumière. Rappelez-vous que les règlements de guilde interdisaient généralement le travail de nuit. Pourquoi? Parce que travailler à la lumière des bougies produisait une qualité inférieure. En hiver, avec ces journées si courtes, moins de 8 heures de bonne lumière en Europe centrale, cette contrainte pesait lourdement. L'apprenti, pendant ce temps, vivait sa propre éducation difficile. Pomper les soufflets était un travail épuisant, même en été. En hiver, avec les muscles refroidis et raides, cela devenait une épreuve d'endurance. Le jeune garçon devait maintenir un rythme régulier malgré la fatigue, le froid, l'inconfort. Il apprenait également à observer. Le maître forgeron ne dispensait pas de longs cours théoriques. Il travaillait et l'apprenti devait regarder, absorber, comprendre. Comment le maître jugeait-il la couleur du métal? À quel moment précis transférait-il une pièce du foyer à l'enclume? Ces leçons silencieuses, répétées jour après jour, construisaient la compétence. L'après-midi voyait la lumière naturelle atteindre son apogée, puis commencer son déclin prématuré. Le forgeron intensifiait ses efforts, conscient que chaque minute de lumière devait être exploitée. Les clients pouvaient passer pour récupérer des articles terminés ou déposer de nouvelles commandes. Ces interactions rappelaient l'interdépendance de la communauté. Le système de troc devenait visible. Le fermier apportait peut-être des légumes séchés en paiement. Un autre villageois offrait du bois de chauffage. À mesure que la lumière du jour faiblissait, le forgeron achevait les projets en cours. Le foyer était alors géré avec soin. Il le réduisait à des braises minimales, juste assez pour maintenir une petite chaleur et faciliter le rallumage le lendemain. Il recouvrait les braises de cendres pour ralentir leur combustion. La vérification finale du bac de saumure concluait la journée. Puis, enfin, le forgeron et son apprenti se dirigeaient vers la chaleur relative de la maison. Derrière eux, la forge s'assombrissait. L'enclume, réchauffée par le contact répété avec le métal chaud, commençait déjà à refroidir. Au matin, elle serait à nouveau gelée. Malgré l'épuisement, une satisfaction se manifestait. Du travail de qualité avait été accompli malgré les conditions hostiles. Cette routine se répéterait le lendemain et le jour suivant, jour après jour, tout au long du long hiver. Le fer arrivait chez le forgeron sous forme de barres déjà partiellement raffinées, mais ce matériau avait traversé un long processus de transformation. Le bas-fourneau représentait la forme la plus ancienne de four, capable de fondre le fer à partir de ses oxydes. Le processus produisait ce qu'on appelait une loupe, une masse poreuse mêlant fer et scorie, parfois nommée fer spongieux, en raison de sa texture. Comment fonctionnait concrètement un bas-fourneau? La structure elle-même consistait en une fosse ou une cheminée aux parois résistantes à la chaleur, construite en terre, argile ou pierre. Une ou plusieurs tuyères pénétraient à travers les parois latérales près de la base. L'air entrait soit par tirage naturel, soit, plus couramment, était forcé avec des soufflets. Les fourneaux médiévaux adoptaient typiquement une forme conique. Le foyer intérieur mesurait approximativement
30 à 40 cm de diamètre. Le charbon de bois jouait un double rôle crucial. Sa combustion générait la température élevée nécessaire. Mais le charbon fournissait également le monoxyde de carbone, chimiquement actif, qui réduisait le minerai de fer. Rappelons que le minerai de fer n'est pas du fer pur, c'est un oxyde de fer, le fer combiné chimiquement avec l'oxygène. Le monoxyde de carbone réagit avec le minerai. Le carbone se lie à l'oxygène, libérant le fer métallique. Voici un détail fascinant. Le bas fourneau ne devenait jamais assez chaud pour faire fondre complètement le fer. Les températures de fonte atteignaient environ 1100 à 1300 degrés Celsius. Or, le point de fusion du fer pur se situe à 1538 degrés. Cette limitation signifiait que le fer restait dans un état semi-solide durant tout le processus. Il formait cette loupe spongieuse, un conglomérat de fer métallique emprisonné dans une matrice de scorie. Extraire cette loupe et la raffiner représentait un travail considérable. L'échelle de cette industrie variait considérablement à travers le Moyen Âge. Les premiers bas-fourneaux européens étaient relativement petits, produisant moins d'1 kg de fer par fonte. Vers la fin du XIVe siècle, des bas-fourneaux progressivement plus grands furent construits. La capacité moyenne atteignit environ 15 kg, puis grimpa à 300 kg. Cette augmentation spectaculaire transforma l'économie du fer. L'application de la force hydraulique révolutionna le processus. Des roues à eau actionnaient des soufflets agrandis. Ces soufflets mécanisés généraient un souffle constant et puissant. Ce flux d'air ininterrompu créait une chaleur énorme. Les sites de production migraient naturellement vers les cours d'eau. Les preuves archéologiques révèlent l'échelle impressionnante. Plus de 300 ateliers du début du Moyen Âge ont été fouillés en Hongrie seulement. Le site de Zamardi comptait environ 100 fosses de grillage de minerais, 20 bas-fourneaux, des fours de réchauffage et des forges, tous associés à un établissement avare des 7e au 9e siècles. L'acier se définit par sa teneur en carbone. Le fer forgé contient moins de 0,1% de carbone. L'acier contient entre 0,02 et 2,14% de carbone en poids. La fonte contient 2 à 4%. Au-delà de ces seuils, le matériau devient trop cassant. Les métallurgistes médiévaux développèrent des méthodes pour introduire du carbone dans le fer pur. La cémentation constituait le procédé le plus courant. Des billettes de fer étaient chauffées avec du charbon de bois dans des pots d'argile scellés. Ces pots étaient placés dans de grands fours et chauffés pendant des heures, parfois des jours. Durant ce chauffage prolongé, le carbone du charbon diffusait progressivement dans le fer. Avec un temps suffisant, le fer se transformait en acier. L'acier Woods de l'Inde du Sud, attesté dès le milieu du premier millénaire avant notre ère, possédait une teneur en carbone entre celle de la fonte et du fer forgé. Sa microstructure unique lui conférait une force et une flexibilité exceptionnelles. Cet acier devint la base de l'acier de Damas légendaire, dont les lames arboraient ces motifs ondulés caractéristiques. Le système de guildes et l'institution de l'apprentissage constituaient les mécanismes sociaux essentiels qui permettaient la transmission des connaissances et maintenaient les standards de qualité. L'apprentissage commençait jeune. Des garçons entre 7 et 12 ans, généralement de naissance modeste, étaient placés auprès d'un maître forgeron. Le mentorat durait typiquement 7 ans. Ces 7 années n'étaient pas simplement un stage de formation. L'apprenti vivait, mangeait, travaillait aux côtés du maître. Dans de nombreux cas, il dormait littéralement dans la forge. Il servait à la fois d'étudiant et de domestique. L'hiver présentait des défis particuliers pour ces jeunes apprentis. Imaginez un garçon de 8 ou 9 ans arraché au lit dans l'obscurité glaciale d'une matinée de janvier. Son corps,
encore en croissance, luttaient contre le froid qui pénétrait jusqu'aux os. Pomper les soufflets devenait doublement difficile quand les muscles étaient engourdis. Pourtant, c'est précisément dans ces conditions extrêmes que se forgeaient les véritables compétences. Les erreurs commises en hiver étaient particulièrement mémorables et donc pédagogiquement précieuses. La progression suivait un schéma prévisible. Les premières années se concentraient sur les tâches fondamentales: maintenir la forge propre, assurer que les feux brûlaient correctement, gérer les approvisionnements en charbon, apprendre à manipuler les outils de base. L'apprenti observait constamment le maître. Graduellement, on lui permettait de participer plus activement. Il apprenait à contrôler le feu de la forge avec les soufflets. Il commençait à comprendre les propriétés des différents métaux. Les techniques de martelage nécessitaient des années pour être maîtrisées. Un coup trop fort au mauvais moment pouvait ruiner une pièce. Un coup trop faible gaspillait l'opportunité quand le métal était à la température idéale. Développer la force nécessaire était un défi en soi. Les muscles se développaient graduellement. Simultanément, l'endurance se construisait. La structure de guilde encadrait cet apprentissage. 3 rangs définissaient la hiérarchie: apprenti, compagnon, maître. Loin de tous les apprentis n'atteignaient le rang de compagnon. Certains abandonnaient, encore moins devenaient maîtres. Devenir maître nécessitait généralement de produire un chef-d'œuvre évalué par d'autres maîtres de la guilde. Les standards étaient rigoureux. L'hiver révélait les réalités économiques du métier avec une clarté particulière. Payés à la pièce, moins de production signifiait moins de revenus. Pourtant, les dépenses ne diminuaient pas. La consommation accrue de charbon augmentait les coûts. Cette pression économique explique pourquoi de nombreux forgerons villageois complétaient leurs revenus par l'agriculture. Souvent, le métier était hérité. Les forgerons de château jouissaient d'une situation plus stable. Ils recevaient un salaire annuel de leur employeur seigneurial, plus un tarif fixe par article produit. Ils bénéficiaient d'avantages: charbon gratuit provenant des forêts du seigneur, serfs assignés pour travailler les terres. Le système de troc mérite une attention particulière. Les paiements prenaient souvent la forme de biens ou de services. En hiver, ces échanges devenaient particulièrement visibles. Le forgeron dépendait de la communauté pour sa subsistance alimentaire. La communauté dépendait du forgeron pour maintenir les outils. Cette interdépendance mutuelle renforçait les liens sociaux. L'un des aspects les plus remarquables du métier de forgeron médiéval est que ces artisans réussissaient des prouesses métallurgiques sophistiquées sans la moindre compréhension de la science théorique sous-jacente. Ils ne connaissaient rien des atomes, des structures cristallines, des diagrammes de phase fer-carbone. Pourtant, leur technique fonctionnait, produisant des outils durables qui survivent encore dans les musées. Cataloguons ce qu'ils savaient par expérience pratique. Ils savaient juger la température du métal par sa couleur avec une précision remarquable: rouge profond, orange, jaune-orange brillant, blanc. Chaque nuance indiquait une température spécifique. Un forgeron expérimenté pouvait estimer la température à quelques dizaines de degrés, près simplement en observant la couleur. Il savait que la saumure empêchait le gel et améliorait la trempe. Ils ne comprenaient pas la dépression du point de congélation, mais ils observaient que la saumure fonctionnait mieux. Ils savaient que le fer froid exigeait un chauffage graduel. Ils ne connaissaient rien des gradients thermiques, mais leur expérience leur apprenait la patience. Théophile documentait ces techniques avec précision vers 1110 à 1120. Ce moine allemand n'était pas un scientifique au sens moderne. Il ne savait pas pourquoi ces méthodes fonctionnaient en termes de chimie ou de physique. Il décrivait simplement comment faire les choses. Pourtant, ces recettes fonctionnaient. Des artisans modernes utilisant les méthodes de Théophile reproduisent avec succès des résultats de qualité médiévale. Qu'est-ce que les forgerons médiévaux ne savaient pas? Ils n'avaient aucune compréhension de la structure atomique. Ils ne possédaient pas de thermomètre.
Ils ne connaissaient pas la chimie. Pourtant, leurs connaissances pratiques étaient remarquablement précises. Durant des siècles, des milliers de forgerons à travers l'Europe expérimentaient quotidiennement. Chaque succès était noté et répété. Chaque échec enseignait ce qu'il fallait éviter. Cette accumulation massive d'observations créait un corpus de connaissances testé exhaustivement par la pratique réelle. Le système maître-apprenti garantissait la transmission fidèle de ces connaissances. La science moderne explique pourquoi les techniques fonctionnent. Elle révèle les mécanismes sous-jacents. Cette compréhension permet la prédiction et l'innovation rationnelle. Les forgerons médiévaux savaient que leur technique fonctionnait. Ils pouvaient reproduire des résultats de manière fiable. Mais ils ne pouvaient pas facilement innover au-delà de leur base de connaissances existantes. Les deux formes de connaissances sont précieuses. Dans le monde médiéval, sans les outils de la science moderne, la connaissance empirique était remarquablement efficace. La solution par la saumure illustre parfaitement cela. Problème pratique. L'eau gèle. Solution empirique. Ajouter du sel. Pourquoi cela fonctionne? Le forgeron médiéval ne le savait pas en termes modernes, mais la solution fonctionnait parfaitement. Certaines techniques médiévales persistent aujourd'hui. Les forgerons traditionnels modernes utilisent encore la trempe par saumure. Ils jugent encore la température par la couleur. Les principes fondamentaux du forgeage n'ont pas changé en 1000 ans. Revenons au cœur de notre exploration. La forge hivernale, cet espace où la chaleur intense rencontrait le froid extrême, où la nécessité engendrait l'innovation, où les artisans médiévaux démontraient une résilience remarquable. Nous avons découvert les défis multiples que l'hiver du petit âge glaciaire imposait au travail de forge. L'eau de trempe gelait chaque nuit, menaçant de paralyser une étape absolument essentielle. Le fer lui-même devenait cassant et imprévisible. L'enclume gelée aspirait la chaleur, raccourcissant dramatiquement le temps de travail. Les journées se rétrécissaient à moins de 8 heures de bonne lumière. Le foyer consommait davantage de charbon précieux. Face à ces obstacles apparemment insurmontables, les forgerons médiévaux développèrent des solutions qui témoignent de leur profonde compréhension pratique des matériaux. La saumure transformait le problème de l'eau gelée en opportunité d'amélioration. Non seulement elle empêchait le gel, mais elle améliorait effectivement la qualité de la trempe. Cette solution ne nécessitait qu'une ressource facilement disponible: le sel, déjà présent dans chaque foyer médiéval. Pour le problème du métal cassant, aucune solution miracle n'existait. À la place, les forgerons adaptaient leur technique entière. Patience, observation minutieuse, chauffage graduel, cycle de travail répété. L'hiver révélait impitoyablement la différence entre un artisan compétent et un véritable maître. L'élément humain de cette histoire mérite une reconnaissance particulière. Considérez l'endurance physique requise. Le forgeron se levait avant l'aube dans le froid glacial, travaillait toute la journée dans des conditions alternant entre chaleur extrême et froid pénétrant, maniait des outils lourds avec une précision constante. L'apprenti, souvent encore un enfant, endurait ces mêmes rigueurs tout en apprenant un métier incroyablement complexe. La fierté du maintien de la qualité, malgré les conditions difficiles, animait ces artisans. Au-delà de l'histoire spécifique du forgeron hivernal, cette exploration offre une fenêtre sur la réalité de la vie quotidienne médiévale. Loin des images romantiques de chevaliers et de châteaux, la vie était dure, exigeante, définie par une lutte constante contre les éléments. Pourtant, c'était aussi une vie de compétence, de fierté artisanale, d'innovation pragmatique et de solidarité communautaire. En regardant en arrière depuis une perspective moderne, nous pouvons tirer plusieurs leçons précieuses de cette histoire. Les travailleurs contemporains s'adaptent également à des conditions difficiles. Les défis climatiques testent l'ingéniosité humaine. Le petit âge glaciaire bouleversa la société médiévale,
mais celle-ci survécut en s'adaptant. Aujourd'hui, face au changement climatique anthropique, nous affrontons nos propres défis d'adaptation. La valeur de la connaissance empirique aux côtés de la compréhension théorique mérite d'être soulignée. Nous vivons à une époque dominée par la science théorique. Pourtant, la connaissance pratique, née de l'expérience directe et affinée par des années de pratique, conserve une valeur immense. Les meilleurs praticiens dans n'importe quel domaine combinent théorie et expérience. L'artisanat transcende les périodes historiques. Que ce soit un forgeron médiéval martelant le fer à la lueur d'un foyer ou un artisan moderne utilisant des outils de précision, la poursuite de l'excellence dans un métier exigeant commande le respect. La résilience face aux conditions difficiles, la volonté de maintenir la qualité malgré les obstacles, le dévouement à perfectionner ses compétences, ces qualités sont intemporelles. L'innovation née de la nécessité constitue un thème récurrent dans l'histoire humaine. La saumure comme solution à l'eau gelée en est un exemple parfait. Face à un problème qui aurait pu paralyser leur métier, les forgerons médiévaux observèrent, expérimentèrent et trouvèrent une réponse élégante. Les solutions simples se révèlent souvent les plus efficaces. L'importance de transmettre les connaissances à la génération suivante ne peut être surestimée. Le système d'apprentissage médiéval, malgré ses rigueurs, préservait et transmettait effectivement des compétences complexes. Aujourd'hui, dans de nombreux domaines, nous faisons face à des crises de compétences alors que les maîtres artisans prennent leur retraite sans avoir formé suffisamment de successeurs. Le forgeron se levant dans l'obscurité glaciale, vérifiant que sa saumure n'a pas gelé, chauffant patiemment son fer cassant, martelant avec précision sur une enclume glacée, tout en maintenant les standards de qualité que sa guilde et sa fierté personnelle exigeaient, cette image capture quelque chose de profondément humain. Elle nous rappelle que le progrès matériel et technologique, aussi impressionnant soit-il, ne diminue pas les accomplissements de nos ancêtres. Ils résolvaient leurs problèmes avec les outils et les connaissances dont ils disposaient, et le faisaient avec une compétence que nous devons respecter. Le legs des forgerons médiévaux perdure dans le travail métallurgique moderne. Les principes fondamentaux de la forge restent inchangés. Quand nous voyons un forgeron contemporain tremper une lame dans de la saumure, nous assistons à la continuation d'une tradition vieille de plusieurs siècles. Les objets qu'ils créèrent survivent dans les musées et les collections, témoignages tangibles de leur maîtrise. Certaines épées médiévales peuvent encore tenir un tranchant. Certains outils peuvent encore fonctionner. Cette durabilité parle à la fois de la qualité des matériaux et de la compétence de fabrication. Leur histoire nous enseigne également l'humilité. Nous qui vivons avec un chauffage central, un éclairage électrique, des outils électriques, une connaissance scientifique précise, devons reconnaître combien nos conditions de travail sont privilégiées. Pourtant, malgré tous nos avantages, produisons-nous nécessairement un travail de meilleure qualité? Un outil moderne produit en masse dure-t-il plus longtemps qu'un outil médiéval forgé à la main? Pas toujours. La prochaine fois que vous verrez un morceau de métallurgie historique, prenez un moment pour considérer les conditions dans lesquelles il a été créé. Imaginez la forge hivernale, éclairée par la lueur du foyer et la faible lumière naturelle. Sentez mentalement le contraste entre la chaleur intense et le froid glacial. Entendez le marteau sonner sur l'enclume, le sifflement de la saumure quand le métal chaud y plonge. Voyez l'apprenti pompant sans relâche les soufflets. Observez le maître forgeron, visage concentré, lisant les nuances subtiles de couleur du métal. Appréciez la compétence, la connaissance et la persévérance que cet objet simple représente. Le travail hivernal des forgerons médiévaux témoigne de la résilience humaine, de l'innovation pratique face à la nécessité et du pouvoir de la connaissance accumulée, transmise avec soin à travers les générations.
Leur héritage résonne à travers les siècles jusqu'à notre présent, nous rappelant que les véritables artisans, quelle que soit leur époque ou leurs outils, partagent un dévouement commun à l'excellence de leur métier. Les innovations qu'ils développèrent continuent d'informer la pratique traditionnelle aujourd'hui. Elles nous enseignent que les solutions efficaces ne nécessitent pas toujours une complexité sophistiquée. Parfois, l'observation attentive, l'expérimentation pratique et l'application de ressources facilement disponibles suffisent à résoudre même les problèmes les plus intimidants.